Oui, salut à toutes et à tous. Et donc voilà, dans ce plénier, on va effectivement parler de après les élections européennes et de après la dissolution de l'Assemblée nationale, comment combattre l'extrême droite et les politiques pro-patronales. Et on va également finir par donner un peu nos perspectives à nous en tant que révolutionnaires. Et donc, voilà, il y a tout juste une semaine, on découvrait le score de l'extrême droite en France lors des élections européennes. Et donc, en additionnant les résultats de toutes les listes d'extrême droite, ils atteignent les 40%. Si on prend en compte l'abstention, on peut relativiser un petit peu ce résultat, puisqu'elle s'élève à presque 50%. Malheureusement, on s'y attendait parce que les 40% de l'extrême droite proviennent des 40 ans de politiques antisociales menées par les gouvernements qui se sont succédés, qu'ils soient d'ailleurs de droite ou de gauche. Le dégoût pour les politiciens de droite et de gauche, c'est d'abord la leur de responsabilité. La normalisation des idées d'extrême droite, elle est due en premier lieu à la démagogie des gouvernants qui reprennent les idées stigmatisant les étrangers et l'immigration pour diviser les travailleurs et soi-disant donner une explication aux problèmes des travailleurs comme le chômage et les bas salaires. Les lois dégueulasses et racistes de Macron comme de Sarkozy, mais aussi en fait de la gauche plurielle, sous Jospin ou sous Hollande, avec l'infâme Manuel Valls comme ministre de l'Intérieur, puis comme Premier ministre. Le protectionnisme et le chauvinisme exacerbé de la gauche, qui sert aussi de stratégie économique, soi-disant pour les travailleurs, ça aussi, ça marque le paysage politique, et ça aussi, c'est un boulevard aux idées d'extrême droite. Alors, si le Rassemblement national a mis un peu d'eau dans son vin en écartant quelques figures problématiques et en modérant la violence de ses propos anti-immigrés, ce n'est pas ça qui explique sa diabolisation, mais plutôt que ces idées imprègnent tous les chiffres politiques. Sur les politiques antisociales qui pavent la voie à l'extrême droite, on peut même prendre un exemple tout récent. L'hiver dernier, c'est le gouvernement Macron qui fait voter sa loi Asile et Immigration, et ça grâce aux voix de la droite et de l'extrême droite à l'Assemblée nationale. À la suite de ça, Marine Le Pen a parlé d'une victoire idéologique. Cette loi, c'est quand même le rétablissement du délit de séjour irrégulier, le refus ou le retrait du droit au séjour au motif de menaces à l'ordre public, la restriction de l'aide médicale ou de celle des allocations familiales, et bien plus encore. On avait à ce moment-là compris que les Républicains avaient repris en fait les propositions du Rassemblement national et que les macronistes avaient fait la cour aux amis d'Éric Ciotti. Mais la montée de l'extrême droite n'est pas un particularisme local spécifique à la France. Mais c'est un phénomène qu'on observe depuis plusieurs années et de partout dans le monde. Elle exprime dans le monde entier la difficulté pour la bourgeoisie à surmonter les crises que le système capitaliste engendre en permanence. L'extrême droite, ce n'est pas le choix que la bourgeoisie faisait il y a quelques années. La situation d'aujourd'hui, c'est celle d'une crise ouverte pour la classe dominante en France. La droite sous Sarkozy comme la gauche sous Hollande ont engendré une telle détestation que l'émergence de Macron qui faisait du neuf avec du vieux était la seule manière de continuer à mener la même politique. L'usure rapide au pouvoir de Macron, ça épuise les solutions traditionnelles. En 2022, l'Assemblée n'a donné aucune majorité claire, alors que le scrutin à 2 tours doit normalement empêcher cela et favoriser le bipartisme. Après les législatives, ça sera peut-être pire. Dans beaucoup de pays, des démagogues d'extrême droite, xénophobes, nationalistes, avec une démagogie sociale cachant plus ou moins une défense de choc pour les intérêts du patronat, voilà l'alternative que s'est trouvée la bourgeoisie. Donc, bref, pour revenir, après avoir fait toute une partie du programme de l'extrême droite pendant les 7 dernières années, Emmanuel Macron nous a expliqué dimanche soir qu'il prenait la décision de dissoudre l'Assemblée nationale. D'ailleurs, c'est encore une manière d'ouvrir les portes du pouvoir au RN, puisqu'à l'annonce des résultats dimanche dernier, Bardella le réclamait dans son discours. Macron, personne n'a tellement compris sa décision à lui. Son Premier ministre Gabriel Attal a même expliqué qu'il n'avait pas été tellement consulté et il nous fait comprendre sur le plateau de Quotidien qu'il n'était pas forcément favorable à cette décision.
Peut-être Macron fait-il le pari de mettre l'extrême droite au pouvoir pour montrer leur incompétence, pour ne pas que Jordan Bardella soit président de la République en 2027. Peut-être en fait il espère faire une alliance avec les partis de droite afin de récupérer la majorité des sièges à l'Assemblée nationale. Bon, on ne sait pas trop. Dans le cas où c'était pour faire une alliance autour de lui, je dirais que c'est un peu pris les pieds dans le tapis, quoi. Parce que si tous les républicains affirment vouloir maintenir leur indépendance vis-à-vis de Macron, on n'a pas trop tendance à y croire, étant donné qu'ils ont voté ensemble quasi systématiquement depuis les dernières élections. Mais les républicains ne sont pas tous d'accord. On a tous entendu l'histoire de Éric Ciotti qui voulait s'allier avec le Rassemblement national et qui est maintenant exclu de son parti. Alors il refuse cette décision en disant que c'est parce que c'est lui le président de LR et en s'enfermant dans ses bureaux et en dînant avec Jordan Bardella. Bref, si Éric Ciotti planchait plus pour le Rassemblement national que pour la majorité présidentielle, on voit quelques alliances à l'échelle locale entre ces deux groupes, comme c'est le cas notamment dans le 92. Et puis une preuve de plus qui montre que Macron n'avait pas forcément bien calculé son coup, c'est le fait de voir Édouard Philippe revendiquer l'autonomie de son parti Horizon. Effectivement, l'ancien Premier ministre de Macron a fondé son propre parti à la suite de sa démission lors de la première présidence de Macron, même si ils sont restés proches. Puisque lors des législatives de 2022, Horizon et Renaissance avaient fait des alliances, et donc le choix d'Édouard Philippe aujourd'hui de faire cavalier seul ne plaît pas trop au camp présidentiel. Et on ne comprend donc pas bien le choix de Macron, mais après tout, ça regarde. Et donc, pour contrer cette potentielle prise de pouvoir par l'extrême droite, toutes les organisations de gauche ont appelé à s'unir. François Ruffin a parlé le soir même des résultats de Front Populaire et Fabien Roussel appuyait pour une union des gauches dans le même temps sur Plateau de France 2. Alors oui, une extrême droite au pouvoir inquiète et c'est totalement légitime, cependant elle reste différente du fascisme. Je ne vais pas refaire un peu les topos qu'on a pu entendre ce matin, mais voilà, le fascisme est un mécanisme qui est mis en place par la bourgeoisie lorsque le maintien de celle-ci est en danger. Le fascisme arrive lorsque la lutte des classes atteint un haut niveau de tension. Or, aujourd'hui, malheureusement, la classe ouvrière est loin d'être à son niveau de conscience le plus élevé, puisqu'il n'y a pas de mobilisation massive ou de grèves qui se multiplient. Contrairement, justement, par exemple, à la grande grève générale de juin 1936 contre l'extrême droite en France, où là aussi vous avez pu écouter un topo tout à l'heure qui parlait de ça. Bref, malgré une situation et un contexte politique bien différent de celui des années 30, les politiciens de gauche crient au fascisme et donc font une union pour pouvoir faire barrage à l'extrême droite dans le but qu'elle n'atteigne pas le pouvoir. Et donc ce Front populaire contient notamment le PS, Europe Écologie Les Verts, la France Insoumise, le PCF et Place Publique, le groupe de Glucksmann. Bon, il y a aussi le LPA, mais l'autre. Quand bien même tout le monde était content à l'annonce de ce Front populaire, les bagarres de circonscription ont fait surface et les voix critiques de la FI, qui n'ont aujourd'hui plus de circonscription, expriment un peu leur mécontentement. Alors bon, leurs embrouilles ne nous concernent pas trop là non plus, mais ce qui est intéressant de remarquer, c'est de voir à quel point les électeurs du Front populaire qui ont un peu de l'influence n'arrêtent pas de clamer que ce n'est pas la priorité, qu'ils devraient garder leur chamaillerie pour plus tard. Mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'ils en sont incapables. En fait, le Front populaire prépare simplement leur potentielle victoire lors des prochaines élections. En disant ça, on ne leur prête pas forcément de mauvaises intentions, mais c'est simplement qu'ils représentent les intérêts de la bourgeoisie dans une société capitaliste. Et donc, ce que les électeurs de gauche ne comprennent pas, c'est que pour mettre fin aux inégalités, aux oppressions ou même à l'exploitation, il faut renverser tout le système capitaliste et que ce n'est pas en construisant une 6e république que ça changera, et encore moins à l'échelle d'un seul pays. Ce que les partis de gauche aujourd'hui essayent de nous faire comprendre, c'est qu'il n'y a absolument pas d'autre option pour nous que de voter pour eux le 30 juin et le 16 juillet. Mais ils ne font que parler d'échéances électorales, et ça depuis toujours. Ils sont en fait incapables de proposer autre chose, puisque ce sont des partis bourgeois avec un programme tout à fait capitaliste. Et donc, en attendant leurs échéances électorales, on doit continuer de se faire exploiter, on continue à payer nos factures de
élevé, on continue de subir l'inflation et on continue à galérer à la fin du mois. Et puis surtout après, qu'est-ce qui se passe s'ils arrivent au pouvoir? Ils nous promettent que tous nos problèmes disparaîtront et s'ils n'arrivent pas au pouvoir, on devra en fait attendre 2027 pour de nouveau pouvoir voter pour eux. Et en attendant, on devra subir toutes les politiques antisociales de n'importe quelle autre partie de l'échiquier politique. Parce que oui, ça y est, Bardella a arrêté de faire sa démagogie sociale. Maintenant, il avoue que retirer la réforme des retraites de Macron, ce n'est plus du tout sa priorité, et ça, ce n'est pas pour déplaire aux patrons du MEDEF qui ont commencé à avertir tous les partis politiques qui auraient envie de supprimer cette loi. Sa priorité à Bardella, il le répète, c'est l'immigration. Il veut y mettre fin, notamment en retirant le droit du sol et en rendant beaucoup plus difficile que ça ne l'est déjà les délivrances de titres de séjour. Rappelons aussi, même si je pense que tout le monde le sait déjà, le Rassemblement national a voté contre l'augmentation du SMIC, contre le gel des loyers, contre le rétablissement de l'impôt sur la fortune, donc il ne cachait pas non plus tellement sa politique pro-patronale. Mais bon, il a été déjà grandement aidé aussi par le gouvernement Macron, qui n'a fait qu'accentuer la misère des plus pauvres pour permettre aux grands capitalistes de s'enrichir encore plus. Et Macron l'a aidé aussi sur le racisme ambiant qui augmente avec sa loi asile-immigration dont je parlais plus tôt. Et alors, face au racisme de l'extrême droite et au président des riches qui est Macron, on nous oppose donc simplement ce nouveau Front populaire de la gauche. Mais bon, en termes de politique pro-patronale, on n'est pas si loin de leur côté non plus, puisque Mélenchon a annoncé sur France 2 l'autre jour que remettre la retraite à 60 ans était simplement un objectif, parce qu'il lui faut du temps pour se mettre d'accord avec tout le monde, on peut le comprendre. Mais encore une fois, si le patronat refuse, rien ne pourra les forcer en fait à le faire. Les principales mesures phares de ce nouveau Front populaire sont le pouvoir d'achat et la paix. Concernant la paix, et notamment celle à Gaza, ils appellent tous à un cessez-le-feu, mais ils ne sont pas tout à fait d'accord non plus sur tout le reste, puisque, et d'ailleurs la décision finale, c'est toujours de se recentrer à droite. Et en effet, ils ne parlent pas tous de la même manière du Hamas. La qualification de ce groupe diffère par exemple en fonction de chaque parti. Et concernant le pouvoir d'achat, le programme du Front populaire veut mettre en place le blocage des prix de l'essence ou des aliments de première nécessité. Mais en fait, ce qu'il faudrait réellement, c'est l'indexation des salaires sur les prix, l'augmentation des salaires de 400 € minimum et pas un revenu en dessous de 2000 €, ce qui est quand même moins. Parce que oui, aujourd'hui, le SMIC à 1600 € comme le voudrait la France insoumise, c'est hautement insuffisant. De plus, l'annonce des candidatures du Front populaire nous font complètement relativiser sur le caractère radical de cette union. Tout d'abord, on a vu François Hollande être candidat, donc l'ex-président de la République, qui nous a pondu la loi de travail de 2016 et une réforme des retraites qui a augmenté les annuités en 2014. Puis il y a aussi Aurélien Rousseau, qui est candidat pour le Front populaire. Et lui, c'est vraiment la cerise sur le gâteau, parce qu'il était dans le gouvernement Macron il n'y a pas si longtemps. C'est celui qui a concocté la réforme des retraites de 2023 aux côtés d'Elisabeth Borne. Dans le Front populaire, je me rappelle. Malgré ça, on est tous d'accord pour dire que le SMIC à 1600 €, c'est beaucoup mieux que le RN au pouvoir, quand bien même, on n'est d'ailleurs pas vraiment sûr du réalisme de leurs promesses au Front populaire. Mais pour expliquer pourquoi nous ne soutenons pas le Front populaire et pour donner nos perspectives dans cette situation en tant que communiste révolutionnaire, je laisse maintenant la parole à mon camarade Gaël.